16h36 avec nous en ligne, le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay. Comment ça va, Monsieur Tanguay? Comment ça va? Ça va très bien, Monsieur Pierre. Et vous? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Même quand ça va mal, ça va toujours bien. Moi, je regarde ce qui se passe. Nous regardons ce qui se passe au gouvernement avec la SAC. Ça va vraiment mal. Mais est-ce que vous avez donné la formule, Monsieur Tanguay, au gouvernement au nom du peuple québécois pour trouver la solution? Parce que je vois que ça va vraiment pas bien là avec la SAC. Non, exactement. Écoutez, c'est un fiasco. Au moment où on se parle, dans des mois d'hiver, il y a encore, là, et ça a été pendant plusieurs semaines, là, des gens qui font la file, et plusieurs font la file à l'extérieur pendant des heures et des heures en attendant de pouvoir avoir un service auquel ils ont droit. Et il y a beaucoup de nos amis, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient dans la livraison, chauffeurs de taxi, des gens qui veulent renouveler leur permis de conduire, veulent renouveler leur licence, qui ont un stress additionnel et qui n'ont pas le service. Et tout ça, M. Pierre, pour une chose, une mauvaise planification. Malheureusement, vous allez m'entendre le dire, la mauvaise planification qui est la responsabilité de la Coalition Avenir Québec, de la CAQ. Le ministre Kerr, qui est le ministre responsable du déploiement numérique, donc le ministre responsable pour l'État québécois et les sociétés d'État du déploiement numérique, a eu une rencontre en novembre avec la SAC et malheureusement, il n'a pas fait bien son travail. Il n'a pas dit ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il a dit c'est correct, tout est beau, allez-y. Puis malheureusement, c'est un fiasco pour tout le monde encore aujourd'hui. Et on nous prédit que ça va durer encore des mois puisqu'on prolonge pendant 3 mois les licences et 2 mois les immatriculations. Alors, donc, pour nous, observateurs, moindrement qu'on connaît l'informatique, on se dit c'est un accident informatique, c'est un bug informatique et ça arrive dans les meilleures familles. Mais pour un gouvernement, surtout, lorsqu'on a vécu ça au Canada avec le système Phoenix, on doit s'attendre qu'il puisse y avoir quelques difficultés et prévoir et se préparer en conséquence, non? Tout à fait. Il est clair que le mandat est énorme. On parle de la Société d'assurance automobile du Québec. Il y a plusieurs systèmes à l'intérieur de la société qui se sont ajoutés au fil des années. Et vous avez des systèmes qui sont faits de façon indépendante, en silo, qui ne se parlent pas. Vous donnez le mandat comme gouvernement de dire, on va intégrer tout cela, la bonne information dans un seul système unique qui va nous permettre de gérer beaucoup plus efficacement les inscriptions, les renouvellements de licences et ainsi de suite. Vous connaissez l'ampleur de la tâche. Et M. Pierre, vous, en 2023, vous savez les écueils que ça implique. La décision malheureuse qui a été prise a été de dire, on va lancer ça immédiatement en février, sans vous être assuré que vous ne pouvez pas faire ça en une seule bouchée. La bouchée est trop grosse à avaler. Mais ils ont tout lancé ça en même temps qu'un système d'identification qui a été le bébé d'Éric Kerr, qui était le système d'authentification gouvernementale, qui est très complexe. Les employés, tant pour le système d'identification de M. Kerr que pour la nouvelle plateforme informatique, la SAC, les employés n'étaient pas formés, ne savaient pas suffisamment comment ça fonctionnait, la communication n'a pas été faite à la population, et les gens qui voient que ça ne fonctionne pas, décident d'aller attendre en ligne dans les mois d'hiver, et c'est là tout le fiasco. Mauvaise planification. Monsieur Kerr a dit que le problème ne vient pas de son ministère, ne vient pas de lui, il n'en est pas responsable. C'est le problème de la SAC. Est-ce que c'est lui le ministre responsable de la SAC? Oui, tout à fait. Alors, puis ma question, M. Pierre, je sais que vous êtes avocat, puis en cours, je vous poserai la question, si le témoin Kerr était devant nous en disant « c'est pas moi le coupable, votre honneur, c'est pas moi qui est responsable », je poserai la question suivante au témoin Kerr. Je lui dirais, mais diantre, pourquoi en novembre 2022,
Avez-vous eu une rencontre de travail avec la Société d'assurance automobile du Québec qui est venue vous présenter tout son plan de déploiement et que vous avez dit qu'à l'époque, vous étiez satisfait que tous les indicateurs étaient au vert? Pourquoi seulement cette rencontre a-t-elle eu lieu? Et laissez-moi, chef de l'opposition, avocat, à mon tour poser l'autre question. Est-ce que la SAC aurait pu entreprendre un tel changement informatique sans avertir le ministre responsable des technologies, en tout cas de ces... Est-ce que le ministre pourrait nous dire oui, la SAC aurait pu faire tous ces changements-là sans l'en aviser? Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la CAQ a créé le ministère du numérique, de la cybersécurité et du numérique, précisément. Vous allez sur le site Web. Alors, je produirai devant la Cour, Maître Pierre, la pièce payante, la mission de son ministère. La mission de son ministère, c'est 3 courts paragraphes. C'est de conseiller et d'encadrer l'État et les sociétés d'État dans leur déploiement numérique. C'est son mandat. Sinon, le ministère du numérique, il n'est pas là pour s'occuper des hôpitaux, il n'est pas là pour s'occuper des vidanges, il n'est pas là pour s'occuper du transport scolaire, il est là pour cette mission-là. Alors, il aurait été impossible pour la SAC, sans passer devant cette épreuve-là, entre guillemets. Et Éric Kerr a dit, hier et aujourd'hui, moi, quand ils sont venus me voir, tous mes signaux étaient ouverts, ils ont pu procéder. Et ça, c'est pour ça qu'il est payé pour être ministre du numérique. Et en ce sens-là, on voit que le travail, la responsabilité ministérielle est de faire le travail dès le départ, de poser toutes les questions et de s'assurer que le déploiement va se faire de façon coordonnée, par étapes, que les employés... Le président du syndicat, Maître Pierre, ça va être notre deuxième témoin à charge. Le président du syndicat est sorti publiquement en disant « C'était écrit dans le ciel » que nos employés n'étaient pas au courant, n'étaient pas formés, ne savaient même pas. Aujourd'hui, là, il y a de pauvres employés de la SAC qui probablement ont des temps très difficiles parce qu'évidemment, il y a la grogne populaire, ne savent même pas comment le système fonctionne. Est-ce que ça a de l'allure, ça? Non. Et c'est la responsabilité du ministre responsable du numérique lorsqu'il a dit « Go, allez-y en novembre », il aurait dû, c'était son travail, il aurait dû dire « Non, ça ne fonctionne pas ». Vous allez retarder ce déploiement-là. Et puis aussi, faut se poser bien d'autres questions parce que un ministre qui est responsable du numérique, c'est pour tous les changements et pour tout le gouvernement, pas seulement pour la SAC. S'il se passe quelque chose comme ça ailleurs dans un autre ministère, probablement qu'on va demander l'expertise de ce ministère. C'est quand même la première fois que je vois qu'un ministre s'en lave les mains face à une difficulté, alors qu'on ne pourra pas dire la même chose du côté de la ministre du Transport. Non, exactement. Et même là, honnêtement, la ministre Geneviève Guilbeault, hier matin, ministre du Transport, elle a fait tout, elle a parlé à beaucoup de médias. Lorsqu'on lui disait, est-ce que c'est vous la responsable? Elle disait non. Moi, je suis responsable de la SAC qui veut mettre à jour tout son système informatique. Elle a dit textuellement, le ministre responsable du déploiement du nouveau système informatique, c'est mon collègue Éric Kerr, allez lui poser les questions. Alors, lui, hier soir, sort en disant, je ne suis pas responsable, c'est la SAAC qui est responsable du fiasco. Maître Pierre, la SAAC est responsable de l'exécution. La planification, c'est la responsabilité d'Éric Kerr. La planification quant au déploiement, c'est l'essence même de son ministère. C'est pour ça qu'il existe. Je sais que le gouvernement, en tout cas François Legault, comme Premier ministre, est un homme très attaché
à ces soldats, ces ministres, n'est-ce pas? On a des expériences, à tout le moins, avec le super ministre, mais que quelqu'un désapprouve, en tout cas, mettre de la bisbille, littéralement, faire en sorte qu'il y ait une confusion au sein même de ce gouvernement, ça fait mal paraître ce gouvernement. J'ai pas l'impression qu'on va avoir chez François Legault autant de considération pour ce ministre que pour un autre qu'on connaît bien. Bien, écoutez, moi, ce qui me marque de ce gouvernement Legault, qui est dans sa 5e année, ils ont été élus en octobre 2018 pour la première fois. Ils vont déposer le 21 mars prochain leur 5e budget. Alors, ils en sont dans leur 5e année. Ce qui me marque, c'est que dans tous les cas de figure où ça ne fonctionne pas, c'est la faute toujours de quelqu'un d'autre. Les ratés au ministère de la Santé, c'est le ministre Christian Dubé qui dit le problème, c'est une culture au ministère de la Santé. Les services de garde, on a entendu François Legault dire, malheureusement, vous allez m'excuser de le citer, que le ministère de la Famille, c'est une maison de fous. Lorsqu'on regarde les commissions scolaires qui sont devenues sous la CAQ, les centres de services scolaires, la semaine passée, c'est le dernier exemple en tête, et il dit que ça ne fonctionne pas, on veut être capable, nous, de nommer les directeurs généraux et de les limoger. C'est jamais de la faute d'aucun ministre de ce gouvernement, alors qu'ils sont à la tête de l'État. Ils doivent s'assurer que les services, dont les services essentiels, santé, éducation, services de garde, justice, on pourra en parler de la justice, ça fonctionne. C'est jamais de leur faute, mais malheureusement, excusez-moi de vous le dire, c'est leur responsabilité de s'assurer que ça fonctionne. Puis là, on constate que ça ne fonctionne pas. Puis là, c'est la faute de tout le monde sauf la leur. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Maintenant, les quelques mesures qui ont été annoncées par la ministre du Transport ont tendance à apporter quelques soulagements au système, mais comme vous dites, il y a une possibilité que les choses se règlent pas avant 2 mois et peut-être plus. Donc, on est dans l'attente alors que normalement, on aurait dû prévoir un plan A, un plan B, un plan C, de manière à ce que le système continue de fonctionner, pas vrai? Ah, tout à fait. Et là, encore une fois, ce que la ministre Guilbeault a annoncé hier, c'est que si votre permis de conduire n'est pas renouvelé, on ne peut pas demander à la police de ne pas vous donner une contravention, mais on va leur envoyer le message d'user de leur bon jugement. Mais si d'aventure ils le faisaient, inquiétez-vous pas, on va trouver un moyen pour soit annuler la contravention ou faire en sorte de vous rembourser. Ça va être un autre capharnaüm, cette histoire-là, parce que ça, c'est une patch de système qui ne se parle pas. Une fois que j'ai dit ça, que votre permis, Maître Pierre, soit échu depuis une semaine, c'est une chose. Mais vous êtes un nouveau conducteur. Vous pouvez désormais acquérir, parce que vous êtes sorti du système de justice, un permis de conduire. Vous avez acheté un camion pour lancer votre entreprise. Vous voulez avoir telle immatriculation. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Vous n'avez pas le bénéfice de dire aux policiers, regardez, mon permis est échu depuis une semaine, laissez-moi passer. Vous me donnez une contravention, je me ferai rembourser. Je ne peux pas, aujourd'hui, pendant 3 mois, conduire sans permis aucun. Et ça, c'est autant de personnes qui, malheureusement, sont bloquées à cause du fiasco de la CAQ. Mais voilà, celle-là, je pense que, parce qu'on a toujours dit que la CAQ est une espèce de bête qui ne reçoit vraiment aucune marque, ça coule comme de l'eau sur le dos d'un canard. Mais Oui. celle-là, j'ai l'impression que ça va laisser des empreintes très profondes dans la population. Bien, écoutez, on ne souhaite pas de malheur à personne, mais je pense que ça prend des gens qui reconnaissent qu'ils sont responsables et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont compris, quand on dit faute avouée à moitié pardonnée, qu'ont-ils compris dans leur responsabilité, puis qu'est-ce qu'ils vont faire différemment. Et si un ministre n'est pas à l'aise dans son ministère ou n'a pas compris la mission de son ministère, et qu'après 1 an, parce que Éric Kerr a dit pour s'excuser, écoutez, mon ministère a été fondé en janvier 2022, alors qu'il était là depuis 2018 comme ministre délégué, mais il a un ministère où vous savez, où il y a plus de 7000 personnes qui travaillent dans ce ministère-là. Bien, à ce moment-là, s'il n'a pas compris après 1 an sa mission, je ne sais pas s'il la comprendra un jour,
faut que François Legault, en reconnaissant la responsabilité de ses ministres, s'assure de nommer les bonnes personnes aux bons endroits et il doit envoyer François Legault un changement de culture majeur à ses ministres, eux aussi d'imputabilité. Vous serez jugés sur les résultats. Et malheureusement, depuis 5 ans, c'est pas ce qu'on voit. Monsieur Tanguay, c'est difficile de ne pas vous poser une question ou deux sur l'état de la santé dans la province. Oui. Vous l'avez effleuré tout à l'heure et je sais que tous les partis d'opposition appuient le gouvernement sur la façon qu'il veut revoir la participation du privé ou des agences privées au niveau de la santé, des agences de placement. Ben là, ça commence mal pour le gouvernement. C'est une première manche de gagner pour les agences de placement qui vont donc, en attendant qu'il y ait un jugement sur le fond, n'est-ce pas? Oui. Continuer donc à traiter avec le gouvernement, avec les hôpitaux, les centres publics de la même manière, c'est-à-dire avec des salaires différents, dépendamment qu'on soit en ville ou bien dans des régions éloignées. Tout à fait. Encore une fois, on parlait de décisions malheureuses. Vous savez qu'en 5 ans, le recours aux agences privées en santé qui engagent des infirmières avec de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, il est clair que nos bonnes infirmières et infirmiers quittent en masse le système public pour aller avec des conditions de vie plus humaines, gagner plus d'argent aux agences de la santé. Et sous la CAQ, vous savez qu'il a été démontré que nous sommes passés de 200 millions par année à plus de 1 milliard, 5 fois plus d'argent qui sont envoyés aux agences privées dans les 5 années caquistes pour pouvoir combler des besoins essentiels. Ça, c'est une chose. Maintenant, le ministre veut détricoter ce qu'il a tricoté, et vous l'avez bien dit, les agences disent, nous, on a le droit de payer davantage que vous ne le faites, vous, au public, nos infirmières. Nous allons continuer, et là, il y a un débat judiciaire. Une fois que j'ai dit ça, le recours aux agences privées, non seulement a explosé sous la CAQ, mais vous ne trouvez pas, M. Pierre, antinomique ou contradictoire qu'en même temps, on a appris dans les derniers jours que le gouvernement va de l'avant, notamment dans l'est de Montréal, pour créer un mini-hôpital privé. Oui. Alors, on se tue présentement, excusez l'expression, on se débat pour récupérer ceux qui ont quitté le public pour aller au privé en termes d'agence. Et là, parallèlement à ça, on va créer des mini-hôpitaux privés qui vont payer mieux et qui vont vider le public. Alors, c'est antinomique de voir ça, là. Il va falloir qu'il y ait une question. Mais quel est le message qu'on veut envoyer avec la création de ces hôpitaux privés-là? Si je comprends bien, c'est la même carte santé qu'on va utiliser. Ça veut dire, nous, comme patients, patients, on n'aura pas à payer de nos poches. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas privé. Les infirmières seront probablement mieux payées, mais par contre, ça va être une administration privée. C'est une façon de dire que nos administrateurs de nos hôpitaux, nos centres publics sont incompétents ou quoi? Bien, clairement, ce qui est démontré, c'est qu'il est plus efficace à court terme, moyen terme, de faire affaire avec le privé que le public. Et ça, il y a une question sociale, collective qu'on doit se poser. Entendez-moi bien, M. Pierre, je ne suis pas en train de dire que je suis contre totalement la présence du privé qui viendrait soutenir celles et ceux qui sont sur les listes d'attente et qui ont besoin d'un service. Quelle est la place, la saine place du privé? C'est la question que pas le gouvernement nous dire oui, il n'y a pas contradiction dans les genres. Je veux fermer d'ici 3 ans toutes les agences et récupérer tout mon monde. Mais en même temps, je vais ouvrir des mini-hôpitaux. Quelle sera l'ampleur, la nature, le nombre de postes transférés du public au privé? Et ne vient-on pas là nourrir ce que l'on voulait diminuer? Alors, je ne suis pas contre la présence, mais quel type de présence du privé en soutien
à nos bonnes personnes qui sont sur les listes d'attente et qui n'ont pas le service, mais ça prend une cohérence que je ne vois pas. J'ai encore plein de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et c'est là la question de la cohérence. Je me souviens, on est suffisamment vieux pour avoir vu un gouvernement fermer l'hôpital Bellechasse, n'est-ce pas? Qui était dans ce type-là, semi-privé, semi-public. On a vu l'hôpital Saint-Michel également fermer ses portes. Comment se fait-il qu'on en ouvre d'autres et qu'on va les appeler hôpital privé? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on cherche. Et le gouvernement, est-ce qu'il ne devrait pas expliquer le sens de ce geste qui sera posé avec l'argent public? Écoutez, je pense que, et c'est pour ça que moi j'aimerais avoir des réponses claires du gouvernement, et le gouvernement a les réponses. Pourquoi il le fait? Il y a une rationnelle derrière ça. Il y a une rationnelle, mais pourquoi il le fait? Je pense que s'il nous disait de façon tout à fait transparente, M. Pierre, là, il nous parlerait de différentes choses. Il nous parlerait de la lourdeur peut-être administrative au ministère de la Santé. Il nous parlerait du pouvoir décisionnel et de l'imputabilité au sein du ministère de la Santé. Il nous parlerait également des conventions collectives qui sont en négociation présentement. Alors, je vois qu'il y a comme un échappatoire avec les mini-hôpitaux privés de dire, bien, en même temps que nous avons à travailler sur ces enjeux-là que je vous ai nommés au public, on va se donner un peu d'oxygène avec les mini-hôpitaux privés. Mais vous devez agir en toute cohérence. Et si vous l'envisagez comme une patch, bien, à ce moment-là, ça doit être dit en termes de ressources, de temps. Est-ce qu'il va en avoir plus? Si c'est une bonne chose, est-ce qu'on va en avoir 5, 10, 20 partout au Québec ou pas? Qu'est-ce que l'on veut comme système? Et ça, malheureusement, on n'a toujours pas les réponses à ces questions-là. Et je vous dis une chose, pendant ce temps-là, qu'est-ce que nous constatons? Il y aura des mini-hôpitaux privés qui vont sortir de terre, qui vont être construits, alors qu'on vient de couper, de saucissonner le projet de rénovation et d'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il y aura une première phase, il y aura une deuxième phase, et tout le personnel soignant vous dit ça n'a pas de bon sens, il faut tout faire en même temps, il faut le réaliser parce que les coûts explosent, puis pendant ce temps-là, les listes d'attente augmentent. Alors, on manque de cohérence chez le gouvernement de la CAQ. Définitivement, il faudra suivre pour essayer de comprendre. Je compte sur vous pour vraiment poser les bonnes questions pour savoir, mais qu'est-ce que ce geste signifie? Quel message qu'on veut envoyer à la population? Avec quel argent? Comment se fait-il qu'on parle de 4% d'heures qui sont occupées seulement par le privé et les coûts explosent à ce niveau-là et maintenant on va ajouter plus de privé dans le public. Là, je perds mon latin et je compte sur vous. Écoutez, vous pouvez compter sur nous n'importe quand, M. Pierre, et vous allez me permettre un petit clin d'œil, vous allez me pardonner. Nous avons tous très hâte de voir, entre autres, le résultat de l'élection partielle lundi soir pour remplacer Dominique Anglade dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Alors, ce sera un rendez-vous. Est-ce que vous y croyez vraiment? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On a un excellent candidat qui est Christopher Banninger, qui est un candidat, là, honnêtement, là, je vous le dis, là, remarquable, terrain, connecte avec les gens. Il parle 4 langues. Il est un travailleur, un entrepreneur social. Il fait toute une campagne. Et toute l'équipe libérale est là pour aller convaincre nos voteurs libéraux de sortir voter, faire les débats avec la population, être là. Alors, lundi, et puisque nous sommes entre nous, que disent les sondages internes par rapport au parti? Ils sont très bons. Très bons. Par contre, un sondage n'est pas la boîte de scrutin et les votes sont dans la boîte de scrutin. Alors, les sondages, je vous le confirme, là, sont très bons. Par contre, c'est pas en termes de sondage, c'est en termes de pointage. Alors, les pointés libéraux. Mais tout ça pour vous dire que nous ne faisons aucun cocorico, là. On prend personne pour acquis. On va travailler fort avec jusqu'à la dernière minute. On prend rien pour acquis. Nous sommes raisonnablement confiants. Et en ce sens-là, on a très hâte à ce lundi, là, lundi soir, le bureau ferme à 20h. On aimerait bien ça, avoir un 20e
député libéral, pour venir nous aider à questionner le gouvernement de la CAQ. Marc Tanguay, chef par intérim, député de La Fontaine, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Toujours un plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.